Le crime de l'Orient Express, 10 petits nègres morts sur le Nil. Tous ces titres vous disent quelque chose, bien sûr. Ils ont été écrits par la plus grande auteure de romans policiers, une femme à l'imagination débordante, Agatha Christie. Aujourd'hui encore, elle est considérée comme la reine du crime. Ses romans sont vendus à 4 millions d'exemplaires chaque année. Bien que couverte d'honneur et lue dans le monde entier, elle était une femme discrète qui n'aimait pas faire parler d'elle. Pourtant, un jour de 1926, à l'âge de 36 ans, elle a disparu et l'Angleterre tout entière est partie à sa recherche. Je suis Virginie Giraud et je vous souhaite la bienvenue au cœur de l'histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. Laissez-moi vous raconter la disparition d'Agatha Christie. Au volant d'une Maurice Cowley, une femme conduit bien trop vite. Le regard rivé droit devant elle, elle roule sans se soucier des arbres et des villages qui défilent. Elle semble obnubilée par sa destination. Bientôt, quelques flocons effleurent le pare-brise, mais elle n'y prête pas attention. Elle a froid malgré son manteau de fourrure et ses gants. C'est ce froid de l'hiver qui la pénètre, mais aussi celui de l'immense vide qui se creuse en elle depuis des mois. Ses doigts serrent plus fort encore le volant et son menton se met à trembler. Une larme, puis une autre coule sur ses joues, elle ne peut plus les retenir. C'est à peine si elle voit les villages charmants au salon de thé accueillant qu'elle traverse. D'ailleurs, en voilà un qu'elle connaît, à côté d'une librairie qui expose ses livres en vitrine. Tout est fermé, bien sûr, il fait nuit et les rues sont désertes. La conductrice ralentit, elle regarde les petits cottages endormis, elle sourit presque en se rappelant des bons moments passés là, avec son mari, Archibald. Mais il n'est plus temps de penser à Archibald, il n'y a plus d'Archibald. La conductrice appuie sur l'accélérateur, elle se recentre sur sa destination qu'elle doit atteindre avant le lever du jour. Personne ne doit la voir, personne ne doit se douter des idées noires qui assaillent l'étoile montante du roman policier anglais, Agatha Christie. Agatha Miller, la future Agatha Christie, est née en 1890 dans le sud de l'Angleterre. C'est une petite fille qui déborde d'imagination et se met vite à coucher ses histoires sur le papier. Elle rêve bientôt de voyages exotiques, mais surtout, comme toutes les jeunes filles de la bonne société britannique, elle rêve du prince charmant. Elle a 24 ans quand elle épouse, le jour de Noël 1914, le lieutenant Archibald Christie, un aviateur de la Royal Flying Corps. Les jeunes mariés sont séparés par la Première Guerre mondiale. Agatha devient alors infirmière pour aider son pays et à la même époque, elle se lance dans l'écriture. Sa sœur Margaret, une grande lectrice elle aussi, lui lance un défi. Agatha serait-elle capable d'écrire une énigme si bien ficelée que Margaret elle-même n'arriverait pas à l'élucider avant la fin ? Bien sûr qu'elle le peut. Et elle va le démontrer à sa sœur en écrivant son tout premier roman, La mystérieuse affaire de Steele. Ce roman signe l'acte de naissance de son enquêteur favori, Hercule Poirot. Il est belge, moustachu et promis à un long avenir sous la plume d'Agatha Christie. Le monde entier va bientôt l'adorer, elle en est certaine. C'est pourquoi elle envoie son manuscrit à plusieurs éditeurs londoniens qui, moins enthousiastes qu'elle, le refusent tous. Pourtant c'était bien vu, et oui, c'est en Grande-Bretagne, il y a près d'un siècle et demi, que sont apparus les detective novels. La campagne anglaise, jusqu'alors si paisible, devient soudain le théâtre de crimes horribles. Empoisonnement, exécution, enlèvement, trahison, des êtres sans scrupules, mais souvent très intelligents, remplissent les pages de forfaits scabreux et le public adore ça. Et toutes ces histoires sont presque exclusivement écrites par des femmes. Parmi les écrivains britanniques les plus populaires à l'époque, il y a bien sûr Chesterton et Sir Arthur Conan Doyle, mais ils font figure d'exception. Le crime sur papier est une affaire de femmes, et Agatha Christie, la reine du crime, les surpasse toutes. Pourtant, elle ne voulait pas devenir romancière. Agatha rêvait d'être pianiste. Mais elle a pris plaisir à écrire La mystérieuse affaire de Steele, qui paraît finalement en 1920. Alors pourquoi ne pas continuer ?
Elle écrit donc quelques nouvelles publiées dans la presse et d'autres romans policiers, des whodunit, de l'anglais who done it, qui a fait le coup en français. Ce sont des romans à énigmes qui mettent en scène un enquêteur qui doit résoudre un crime ou un mystère. Grâce au succès des romans d'Agatha, la situation financière des Christie s'améliore. Le couple s'installe à Sunningdale, banlieue chic de Londres, dans une maison qu'ils baptisent Styles, en hommage au premier titre de la romancière. Tout va bien pour Agatha. Elle a une charmante petite fille, Rosalind, un gentil mari, une belle maison, et elle s'adonne quotidiennement à sa passion, l'écriture. Elle ne pourrait rêver mieux. Mais derrière la réussite apparente se cache une femme de plus en plus tourmentée. En cette année 1926, elle a 36 ans et rien ne va plus. Sa mère meurt au mois d'avril et cette perte irréparable l'affecte terriblement au point qu'elle ne parvient plus à progresser dans l'écriture de son roman en cours, Le Train bleu. Et il faut bien l'avouer, elle n'est plus aussi proche de son mari qu'elle l'a été. C'est sans doute normal que la lune de miel ne dure pas toujours, mais il y a plus que ça. Agatha consacre beaucoup de temps à l'écriture, peut-être trop, et Archibald le vit mal. Il s'éloigne inexorablement de son épouse, toujours accaparé par sa machine à écrire sur laquelle elle tape avec 3 doigts seulement à une vitesse étonnante. Il se sent négligé, lui qui a besoin de tant de tendresse. Et c'est sans surprise qu'il se tourne vers une autre femme. Elle s'appelle Nancy Neal, elle est jeune, charmante, attentionnée. Elle est la partenaire de golf d'Archibald. Agatha a découvert l'infidélité de son mari. Elle est blessée, bien sûr, mais elle se dit que ce n'est qu'une toquade. Les Christie ont donc une discussion et Archibald promet de ne plus fréquenter Miss Neal. Le matin du 4 décembre 1926, Miss Fisher, la secrétaire de la romancière, constate que la voiture de sa patronne n'est plus au garage. Elle la cherche partout, interroge les domestiques, téléphone à Mr. Christie, mais Agatha reste introuvable. C'est étrange. Alors que Miss Fisher s'inquiète, un jeune homme découvre une voiture de marque Maurice Cowley abandonnée, phare allumé, à Newlands Corner, qui se trouve à 25 km de la maison des Christie. On dirait qu'elle a dévalé une pente avant d'être arrêtée par un buisson. Il appelle la police. Sur la banquette, les agents découvrent un manteau de fourrure, une valise ouverte, quelques papiers et surtout le permis de conduire d'Agatha Christie. Mais où est la romancière ? Est-ce qu'elle a eu un accident ? Est-ce qu'elle erre dans la forêt, complètement perdue ? Est-ce qu'elle est dans l'étang de Silent Pool, tout proche ? Bizarre qu'elle n'ait pas pris son manteau par une nuit aussi glaciale. Est-ce qu'elle a été kidnappée ? Ou pire encore, assassinée ? L'enquête commence. Les bois de Newlands Corner et l'étang sont passés au peigne fin. La population vient en aide à l'important dispositif policier. Environ 15 000 personnes ratissent les environs. Archibald Christie participe lui aussi aux recherches. Styles, la maison des Christie, est fouillée à la recherche d'indices. En vain. La maison devient une annexe de Scotland Yard avec des policiers partout et des journalistes. Beaucoup de journalistes. Le Daily News offre une prime de 100 livres, l'équivalent de 1 500 €, à toute personne susceptible de lui apporter une information permettant de retrouver Mrs. Christie. Toute la Grande-Bretagne sait donc que la célèbre romancière a disparu. Les domestiques des Christie sont interrogés. Vers 21h45, le 3 décembre, Mrs. Christie a embrassé sa fille Rosalind, puis a quitté la maison en voiture sans dire où elle allait. C'est la dernière fois qu'on l'a vue. Or, le soir de la disparition de sa femme, Archibald Christie n'était pas seul comme il l'a confié aux enquêteurs. Il était en compagnie de la charmante Miss Neal. Il devient alors le parfait suspect d'un scénario bien connu de la police. Le mari tue sa femme pour se remarier avec sa jeune maîtresse. Les mailles du filet se resserrent autour d'Archibald quand la police apprend que Miss Fisher, la secrétaire de sa femme, lui a remis une lettre le matin de la disparition. Une lettre d'Agatha qu'il a lue et aussitôt brûlée. Mais pourquoi ? Quel terrible secret contenait cette lettre pour qu'il soit nécessaire de la brûler ? Archibald assure que s'il l'a détruite, c'est justement parce qu'elle ne contenait rien d'important.
Bien que le mari incarne le coupable idéal, cette piste s'étiole rapidement parce qu'il a un solide alibi. Il faut donc en chercher un autre. Celle du suicide semble plausible. Le décès d'une mère, la panne d'écriture, le marivolage, voilà bien des raisons de mettre fin à ses jours. Mais où et comment ? Nous sommes le 12 décembre. La romancière a disparu depuis près de 10 jours et les battues pour la retrouver se poursuivent toujours sans succès. Certains journalistes, jamais à court d'idées rocambolesques, échafaudent un autre scénario. Et si Mrs. Christie essayait de vivre le scénario d'un prochain roman ? En panne d'inspiration, elle aurait choisi d'expérimenter pour de vrai une histoire de disparition pour voir ce que ça donne. Ce serait une bonne façon de vérifier la solidité de son intrigue. Alors pourquoi pas, après tout, c'est une possibilité. D'autres, plus pessimistes, la tiennent pour morte, assassinée après un enlèvement. Mais pourquoi tuer une romancière ? Les plus cyniques imaginent que cachée quelque part, elle fait monter sa popularité avant la sortie de son prochain roman. Le chef de la police pense alors à solliciter l'aide du spécialiste britannique du crime, le fameux Sir Arthur Conan Doyle. Et oui, le père de Sherlock Holmes est aussi amateur de spiritisme, pratique alors très en vogue dans les salons de la bonne société. Il accepte donc d'aider les enquêteurs à sa façon. Il confie un gant de sa consoeur à un médium célèbre, Horace Leaf, pour qu'il entre en contact avec la disparue. Le médium voit le trouble associé à cet objet. Sa propriétaire est à la fois confuse et déterminée. Elle n'est pas morte comme beaucoup le pensent. Leaf affirme qu'on aura de ses nouvelles le mercredi suivant. Non mais là, si je vous dis ce qu'il s'est passé ensuite, vous n'allez pas me croire. Mais bon, je vous le dis quand même. Eh bien, figurez-vous que le mercredi suivant, on découvre quelque chose sur la disparition de la romancière. Le 14 décembre, un homme téléphone au Daily News, appâté par la récompense. C'est pas le premier appel que le journal reçoit. Mais celui-ci semble vraiment crédible. L'homme est un employé de l'hôtel Swan Hydropathic, un luxueux palace de la station thermale de Harrogate dans le Yorkshire. Il a reconnu Mrs. Christie grâce à la photo qui circule dans la presse. Elle est inscrite sur les registres de l'hôtel sous le nom de Miss Neal, le nom de sa rivale. Avant de crier victoire, le journal envoie un reporter sur place pour s'assurer de l'identité de la cliente. Il s'arrange pour la croiser dans un couloir et l'interpelle par son vrai nom, Mrs. Christie. Elle se retourne et il l'identifie sans erreur possible. Agatha Christie, puisque c'est bien elle, séjourne donc depuis 11 jours dans cet hôtel. On prévient son mari et la police, bien sûr. En revanche, pas besoin de prévenir les journalistes, ils sont déjà sur place. Tout le monde veut l'interroger pour savoir ce qu'elle fait là. Mais la romancière a un comportement étrange. En voyant son mari Archibald entrer dans l'hôtel et venir à sa rencontre, elle dit à une cliente avec laquelle elle a sympathisé « Voici mon frère ». Le soir venu, les deux époux dînent au restaurant de l'hôtel en tête-à-tête. Enfin, si l'on peut dire, parce que les journalistes trépignent derrière les fenêtres et donneraient n'importe quoi pour entendre ce qu'ils se disent. Mais au Swan Hydropathic, on sait préserver l'intimité des clients. Dans une douce lumière tamisée, les serveurs se font discrets. Ils tendraient bien l'oreille aux conversations, mais le standing de l'hôtel l'interdit. Les deux époux sont penchés l'un vers l'autre et des plantes habilement disposées les préservent des regards curieux. Que se chuchote-t-il ? Archibald essaye-t-il de réconforter sa femme ? Est-ce qu'il lui jure encore une fois qu'il ne reverra plus cette Miss Neal ? Ou bien peut-être qu'il lui dit que tout est fini entre eux. Quand les époux quittent l'hôtel le lendemain matin, la foule s'est massée devant la porte d'entrée. Tout le monde veut voir la grande romancière qui, selon son mari, qui a bien voulu faire une déclaration à la presse, souffre d'amnésie. D'après lui, Mrs. Christie ne se rappelle plus de rien, elle a besoin de repos. C'est tout ? Après 11 jours de disparition et de recherche ? C'est trop peu, les journalistes en veulent plus. Le service d'ordre de l'hôtel parvient à grand-peine à contenir la foule. Quand le taxi qui doit emporter le couple arrive, il peine à se frayer un chemin.
Il s'arrête devant l'entrée, moteur allumé, mais on l'entend à peine tant il y a de bruit. Tout le monde attend la romancière. Mais avec la complicité de la direction de l'hôtel, Mr. et Mrs. Christie s'éclipsent par une porte dérobée où les attendait un autre taxi, celui qui les raccompagne chez eux. Agacés, les journalistes vont se venger en qualifiant sa disparition de coup monté. Cette Agatha Christie, que personne ne lit, n'a rien trouvé de mieux à faire que d'inventer une histoire de disparition pour qu'on s'intéresse à elle. Et on peut dire qu'elle a réussi son coup, parce que pendant le temps qu'a duré sa disparition, les libraires ont croulé sous les demandes. Il n'y en avait plus que pour les livres d'Agatha Christie. On a frôlé la pénurie. Agatha Christie ne reviendra jamais sur la version officielle de l'histoire de sa disparition. Toute sa vie, elle dira à qui veut l'entendre qu'elle ne se rappelle de rien. Même dans son autobiographie, elle explique sa disparition par cette amnésie bien commode. Mais peu de gens la croient. Quand elle meurt à l'âge de 85 ans, elle a derrière elle 66 romans, 18 pièces de théâtre et de très nombreuses nouvelles et contes pour enfants. Un seul mystère reste irrésolu, celui de sa disparition au cours de l'année 1926. Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio. Merci à vous tous de l'avoir écouté. À la production, Camille Bichler. À la réalisation, Mathieu Roch-Lago. À la direction artistique et à la composition des musiques originales, Julien Tarot, secondé par Sébastien Guidis. À la communication et à la diffusion, Kelly Decroix et Nathan Laporte. Pour ce récit, j'ai cédé ma plume à Sandrine Brugot. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi tous les week-ends à 15h sur l'antenne d'Europe 1. À bientôt.